n'est pas ça l'objectif de la science. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qu'ils se reconnaissent. Bah oui, Maïlen, c'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses pieds. Lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis, c'est-à-dire dans la clandestinité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition. Le programme, c'est La Voix du Livre. Nous lisons et nous parlons de l'ouvrage intitulé Les ombres oppressantes pour cette nouvelle édition. Alors, comme il sera de coutume et comme il est de coutume dans cette nouvelle émission, en mode direct, nous avions la possibilité aujourd'hui de recevoir non seulement l'auteur, et nous aurons à chaque émission à recevoir un spécialiste, quelqu'un nous parlera aussi des métiers de la littérature. Vous savez, c'est un domaine très vaste. Alors, pour cette édition, nous allons donc à la rencontre de M. Nguedi. M. Nguedi est comme tout le monde, mais avec des ouvrages ou alors des écrits ou lettres modernes, comme cela se dit vulgairement dans sa maison d'édition, l'Harmattan, avec un système et une mode propre à lui, que à chaque fois, on ne manque pas de l'inviter sur ce plateau. Alors pour M. Nguedi, qui a beaucoup d'ouvrages, il est né en 1996, si je ne m'abuse, avec des études universitaires peut-être comptables ou gestion. Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Nguedi a déjà commis plusieurs ouvrages. Il y a eu certains que nous avions reçus sur ce plateau, par exemple Le coup de foudre à Bourakam. Il y a à cela Voyage entre ciel et terre et La destinée de Baliama. Et c'est des ouvrages qui nous intéressent. Voilà pourquoi nous suivons particulièrement ces travaux. Alors pour cette édition, nous allons donc parler effectivement les ombres présentes. C'est l'objet de votre invitation sur ce plateau. Il faut aussi dire que à la suite, nous allons aussi recevoir M. Rai Ndibi, qui est déjà aussi là, qui va aussi nous parler effectivement des métiers de la littérature. Et à cela, il y a une question qui tracasse beaucoup de lecteurs, c'est celle de savoir, M. Nguedi, pourquoi seulement les ombres oppressantes comme titre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les ombres oppressantes, en fait, c'est un titre, on va dire, qui résume assez bien l'univers dans lequel le livre a été écrit et est présenté. Alors, quand on parle des ombres oppressantes, est-ce que dans ce titre, on peut déjà, comme vous le dites, voir déjà de quel livre il s'agit, mais au moment de la rédaction de cet ouvrage, comment était votre pensée? Quand au moment de la rédaction de l'ouvrage, déjà, la rédaction de l'ouvrage ne se fait pas d'un trait ou d'un coup. Tout à fait. C'est-à-dire ça peut se faire en plusieurs étapes, à plusieurs époques, de plusieurs façons. Il n'y a pas le livre n'est pas gravé dans ma mémoire et je ne fais que le recopier en fait. C'est-à-dire que c'est tous les jours, voilà, on peut travailler une semaine, on laisse le livre 2 mois, on revient après, au gré des inspirations, au gré surtout des ombres justement qui nous parlent. Des ombres qui nous parlent, qui nous disent où elles veulent aller, ce qu'il faudrait écrire. Et voilà, ça s'appelle l'inspiration. Bon, nous dans notre mouvement littéraire, on l'appelle différemment. Les gens l'ont appelé les muses, les gens l'ont appelé autre chose. Nous, on l'appelle l'Onkala Congo. C'est un vocal africain justement qui signifie les muses. Alors, ce qui est souvent impressionnant, c'est la manière à laquelle vous tenez votre stylo quand vous le faites. Est-ce que c'est des idées qui vous dites que ça ne vient pas aussi, ça ne coule pas comme de l'eau, mais est-ce que c'est du réalisme, c'est de l'imagination ou c'est tout simplement en fait de l'écrit? On va dire que l'objet, ce sont des écrits que vous avez à main. Ah ouais. Maintenant, dans la lecture, entre les lignes, on peut y comprendre plusieurs choses. Oui. On peut déceler plusieurs codes. Il peut avoir une histoire. Il y a certainement une histoire, mais l'histoire a plusieurs codes.
Et l'histoire a une dramaturgie propre à elle. L'histoire existe. L'histoire, en fait, est une entité. Le livre est une entité. Le livre, c'est ce que vous avez en main. C'est ce qui est physique. Mais maintenant, l'histoire est une entité plus, on va dire, spirituelle. Il raconte, c'est une histoire qui est racontée. C'est, on va dire, une tranche de vie de cet univers, d'un univers invisible, une tranche de vie de quelqu'un. Ce sont des choses qui peuvent se passer ou pas, et qui se passeront, qui se sont passées. On n'en sait rien nous-mêmes, en fait. Alors, amis auditeurs et amis téléspectateurs, vous êtes nombreux. Nous savons qu'avec cette émission, il est toujours de coutume de pouvoir participer avec soit par SMS, soit à la page de l'émission Facebook. Vous pouvez aussi vous-même personnellement donner votre avis. Et ce qui est important, c'est que dans cette émission, nous parlons effectivement des ombres oppressantes. Alors, comme nous avions aussi, c'est peut-être une bénédiction pour nous, l'auteur sur ce plateau. Alors, il y a effectivement une question suivante qu'on voudrait vous demander, et celle de savoir, est-ce que quand vous faites la sélection du personnage, est-ce que le nom que vous donnez à vos personnages a une identité ou une importance par rapport à la suite de vos histoires? Parce qu'on a toujours remarqué que vous faites toujours le choix des noms qui ont une valeur soit spirituelle ou... En fait, disons, le nom s'impose de lui-même dans la rédaction. Je commence par... Déjà, je n'écris pas avec des fiches d'écriture, comme on dit, il faut faire ça. Non. Moi, c'est spontané. Je reste de façon très, très spontanée quand j'écris. C'est-à-dire, j'ai une inspiration, j'écris. Je peux même vous dire que souvent, quand j'écris, je ne sais pas trop ce que je suis en train d'écrire. C'est peut-être après, quand on a fini tout le travail, on commence à le rassembler et le mettre en français. Parce que l'inspiration ne vient pas forcément en français. On peut, nous, si ma langue maternelle se remplace à vous, je ne sais pas quoi, vous êtes d'abord inspiré en votre langue. Bon, et maintenant vous essayez d'écrire en français. Mais sur le coup de l'inspiration, bon, c'est pour ça que vous pouvez faire beaucoup de fautes, beaucoup de ci, beaucoup de contresens et tout et tout. Mais quand vous avez fini l'histoire, qui est maintenant un tout, une entité, et c'est là que maintenant vous allez voir les professionnels, ou bien déjà vous rédigez personnellement déjà en français, et après, bon, c'est vraiment l'objet de la deuxième partie de votre émission, voir des professionnels qui vont mettre ce livre dans un langage correct, un français correct. Mais l'inspiration, même quand elle vient, on ne la contrôle pas. On n'est pas maître de son inspiration. Ce n'est pas possible, sinon ce n'est plus de l'inspiration. Tout à fait. Alors, on sait qu'il y a du personnage, comme on parlait tantôt. Alors, selon vous, si le téléspectateur ou alors celui-là qui a pris le temps de pouvoir jeter un coup d'œil dans ce magnifique ouvrage, il faut dire que ça c'est un avis personnel mais qui est partagé même avec votre maison d'édition. La plupart de vos ouvrages ont toujours eu un grand succès, que ce soit au niveau national et international. Cela suppose que vous prenez de la peine pour pouvoir le faire. Alors, est-ce que en ce qui concerne les ombres oppressantes, quel est le monde où vit cette histoire? Est-ce que c'est du réalisme ou c'est de l'imagination? C'est un monde facile ou difficile? On va dire que c'est de l'imagination. Mais si le roman vous a autant touché, c'est parce que c'est réaliste. Mais justement, on est dans cette idée-là. Qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible? Si l'histoire que vous lisez et qui vous paraît réaliste, dans sa couleur propre, mais c'est de l'inspiration, mais elle vous paraît réaliste, peut-être parce que vous dites que ces personnages peuvent exister, ou auraient pu exister, ou pourraient exister, parce qu'ils sont, on va dire, réels. Ils sont dans un univers qui est réel, qui est là, quoi. Alors, monsieur Nguedi, il faut dire que l'ouvrage a été donc commis à l'Harmattan, Cameroun. Et on a toujours remarqué que c'est lettres camerounaises. Cela suppose que ce n'est pas seulement de l'écrit, mais il y a de la technicité là-dedans. Alors, ce qu'on voudrait donc vous demander, est-ce que déjà quand vous faites un texte comme celui-ci, vous avez dit que il peut arriver que ça soit de l'imagination, mais si ça nous touche tant, c'est parce que c'est du réel. Alors, nous avions trouvé certains passages. Par exemple, on a remarqué dans vos ouvrages, il y a toujours cet esprit politique, et on sait que parfois les écrivains laissent toujours paraître leur culture dans leurs écrits. Est-ce que vous vous intéressez à la politique? Ou il y a aussi, de l'autre côté, il y a aussi du spirituel dedans?
C'est votre culture à vous? C'est la culture des hommes, c'est la culture de notre société, du politique, du spirituel. Chaque être humain est spirituel, chaque être humain est corps et esprit. Et il y a quelque chose peut-être que la plupart des gens ne savent pas, mais c'est que notre esprit représente en fait 80-95% de ce que nous sommes. Vous savez que quand vous êtes triste, vous pleurez. Quand vous êtes en joie, vous pleurez pas. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est votre esprit qui dirige votre corps, en fait. Ouais. C'est en fait, vous n'êtes que ce que votre esprit veut que vous soyez. Donc, quand on écrit, voilà, on est toujours un peu dans une dimension supérieure, parce que je dis, ce serait totalement, j'ai envie de dire, inutile de prendre un stylo pour écrire quelque chose que tout le monde peut voir, que tout le monde peut dire, que tout le monde peut toucher, en ce sens que un écrit doit marquer son époque, en ce sens qu'un écrit doit être particulier, doit être original, en ce sens que quand vous lisez un livre, vous ne devez pas vous ennuyer, parce que les choses que je relate, les choses dont je parle dans le livre, ne sont pas, on va dire, à la portée de ce regard premier qui arrive dans une situation. Donc on fait beaucoup appel, on va dire, à l'esprit en général. L'esprit, c'est voilà, l'élévation. On quitte un peu son corps, quoi. Voilà, l'élévation, parce que le corps, en fait, bon, le corps est faible et puis le corps est périssable. Oui. Le corps, c'est, voilà, 80 ans, on ne peut plus le bouger. Voilà, que l'esprit est éternel. Donc, c'est un peu le sens même de notre travail, c'est-à-dire laisser son esprit se balader dans des vues passées, dans des vues futures même, on va dire, voilà, pour amener tout ça au présent, justement pour en parler autour de nous par le biais des ouvrages. Alors, le but de cette émission, effectivement, c'est de pouvoir faire de la promotion culturelle autour de la littérature, et nous ne pouvons pas aussi manquer de temps en temps de pouvoir entrer parfois dans l'ouvrage pour essayer de voir certains passages que nous ont interpellés certains de vos lecteurs. Alors, il y a un passage que vous avez, c'est mieux de lire, que vous retrouvez. Vous dites le culte de la personne et de toutes les mégalomanies était porté au pénal. Alors, vous le dites, mais vous laissez entendre qu'il y a un système de culte de la personne autour du monde que vit le personnage. Alors on voudrait savoir, parce que cette idée dans la politique est réaliste. On a toujours remarqué, quand on est nommé, on a toujours tendance à vouloir mettre les fichiers, que ce soit de l'autorité ou du président, comme c'est le cas. Est-ce que vous, en tant qu'observateur, vous remarquez que cette culte de la personne, parfois, ou alors c'est pour tromper les amoureux de la politique ou ceux qui sont en bas pour dire nous aimons telle personne, mais en réalité c'est pour jouer son intelligence, pour gagner les atouts ou alors des avantages de cette personne. Mais c'est comme ça, de toute façon, tout ce que nous faisons, c'est toujours dans un intérêt. Mais toujours, tout ce que nous faisons. Et voilà, les hommes politiques, ils ont compris que la majorité des gens, la masse, en fait, en général, on l'appelle la masse, mais ça représente des millions de personnes, mais on dit la masse, c'est-à-dire singulier. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui obéissent à une idée, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un leader. Et en général, ce leader, c'est une photo, puisqu'ils ne peuvent même pas le toucher la tête. C'est l'idée de ce leader-là. C'est-à-dire comme une photo et tout le monde obéit à cette photo. Un peu comme les croyants. Hein. On va mettre un chapelet, une image de Jésus ou autre. C'est comme ça. Alors, quand on lit l'ouvrage, il est vrai que vous il est dans un contexte. Dedans, on retrouve que ce soit le monde déjà, on retrouve le continent, et parfois on peut même effectivement se retrouver dans un pays comme le nôtre. Alors, la question qu'on voudrait vous poser est celle de savoir, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que, contrairement à la situation que vit le personnage principal, est-ce que ce monde a évolué aujourd'hui? Évoluer signifie quoi déjà? Moi, je ne sais pas. Évoluer, c'est-à-dire que, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous décriez. Par exemple, on a parlé du culte de la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que si un lecteur lisait, il pouvait le mettre dans ce contexte où il va dire, bon, peut-être qu'aujourd'hui, le culte de la personne n'est plus aussi adorable comme avant? De toute façon, le culte de la personne, comme vous dites, moi j'appelle plutôt ça
voilà, une réunion avec un leader, c'est comme ça. C'est depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu une personne et les autres suivent. Mais je ne pense pas que ça finirait, que ça finira. Ça sera toujours une personne et les autres suivent. On regarde même dans les systèmes politiques, dans des pays, on va dire, dits démocratiques, il y a toujours une tête, il y a un nom. Et cette personne qui est mise devant, cette personne doit être toujours bien coiffée, bien habillée, bien tout, parce que cette personne est un symbole. Nous les hommes, on a toujours besoin de symboles pour exister. Depuis la nuit des temps, c'est-à-dire soit c'est une petite amulette, soit c'est quelque chose, soit c'est un ci, soit ça, on a toujours besoin de symboles. On veut les symboles. On aimerait bien arriver là, on nous dit tiens voilà, je vais te donner ce petit bout de crayon là, c'est lui qui te protège. On vit comme ça depuis toujours. Et ça ne va pas changer. C'est-à-dire qu'on veut un leader, on veut quelqu'un qui nous dise où aller, où ne pas aller. Et les hommes, les êtres humains sont comme ça. C'est-à-dire les êtres humains, voilà, ils ont besoin de la publicité pour acheter des choses, ils ont besoin de ci pour faire ci. Il y a très peu de personnes qui prennent des décisions de leur propre chef. Mais je pense que ça sera toujours comme ça. Parce que si le monde justement devenait, comme on dit, il peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Voilà, dès qu'il y a deux capitaines dans un bateau, ça coule. Imaginez si toute la population, chacun devenait un leader à son tour. Qu'est-ce que ça ferait? Il en ferait plus, il faut toujours. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de suspense parce que c'est un ouvrage que, de toutes les façons, les téléspectateurs de notre mémorable et intelligente chaîne, l'INTV, savent que quand on fait appel à un auteur, il est forcément celui-là qui a de la plume. Alors, effectivement, ils ne pourront pas être déçus avec cet ouvrage parce qu'il y a beaucoup de suspense. Nous savons que la vie n'est pas du tout aussi facile pour le personnage. Alors, la question, parce que vous dites dans votre ouvrage qu'en Afrique, c'était comme cela, il y avait toujours, à tort ou à raison, un lien de parenté quelque part. Ça, c'est la réalité de ce que nous vivons. Alors, est-ce que selon vous, vous pensez que malgré la situation qui fait à ce que certaines personnes se retrouvent, est-ce que ça a un sens autre ailleurs qu'en Afrique par rapport au lien de parenté? En Afrique, en fait, on vit beaucoup avec des liens de parenté. Pourquoi? Parce qu'on compte les uns sur les autres. Peut-être dans d'autres sociétés, ils comptent moins les uns sur les autres parce qu'ils sont dans des sociétés développées. On va dire en ce sens que, voilà, même si vous êtes seul chez vous, si vous avez un malaise, vous appelez une ambulance, vient chez vous. Oh, chez nous, ce n'est pas le cas. Si tu tombes, si tu es seul, tu meurs, en fait. C'est ça le truc. Alors que, voilà, si tu as ton frère, ton voisin, ton ceci, cela, si tu tombes, c'est lui qui te prend, il te porte. Même sur la moto, il t'amène à l'hôpital. Donc, quand on va arriver justement à cette société où chacun sera plus ou moins autosuffisant, ou bien il y aura une autorité administrative qui sera là justement pour pallier à ces choses-là, il y aura moins de solidarité forcément parce qu'on n'en aura plus besoin. On a besoin de la solidarité souvent parce qu'on pense avoir besoin de l'autre. Mais si on n'a plus besoin de l'autre, forcément, il n'y a plus de solidarité. Et on peut le remarquer même dans certains de nos quartiers. Dans des quartiers dits aisés, les gens ne se parlent pas. Par contre, dans des quartiers, voilà, les gens se parlent plus, ils se réunissent plus, ils s'organisent plus en réunion, en communauté, c'est ça, parce qu'ils savent avoir besoin les uns sur les autres. Mais si vous savez que, en fait, vous n'aurez jamais besoin de votre voisin, pourquoi est-ce que vous allez vous embêter à écouter ces histoires? Alors, est-ce que vous pensez que ça a un apport bénéfique pour l'Afrique? Je ne sais pas, je crois que c'est le seul apport bénéfique pour l'Afrique, c'est le développement. Il faut se développer. Tout ça après, c'est des palliatifs au développement justement. Si on se sent si frais, comme vous dites, parce que voilà, on compte sur l'autre pour manger. On compte sur le fait que quand on aura un deuil, quand on aura un ci, ça, les autres vont nous aider. Or, imaginez que vous serez dans une société justement là où quand vous avez un deuil, par exemple, il y a des assurances décès, comme ils disent, qui prennent tout en charge. Voilà. Cette solidarité, on en a moins besoin, peut-être de ce point de vue-là. Donc, et c'est ce qui va faire que même du point de vue affectif, bon, on va s'habituer à vivre les uns sans les autres. Ça qui arrive un tout petit peu, même dans les régions rurales, maintenant vous y allez, les gens se font la bagarre tout le temps. Tout le temps. Dans mon village, la plupart des gens sont en procès les uns contre les autres. C'est des choses qu'on n'aurait jamais pu y croire. Que dans les villageois qui vont voir le sous-préfet et puis jusqu'au tribunal. Parce qu'en général, les problèmes se réglent avec le chef de quartier, le chef de bloc, ou au pire, le chef de village.
Quand ça va déjà au sous-préfet, c'est que c'est un peu grave. Là, ils ont dépassé le sous-préfet, ils sont déjà au tribunal. Là, vous voyez qu'en fait, bon. C'est vrai qu'on a toujours constaté que cet esprit de lien de parenté développait un sens de beaucoup, si vous me permettez l'expression, c'est des cancres, des gens qui ne font rien, et vous voyez que ça a développé un autre système, c'est des jeux hasard, parce que vous voyez des gaillards qui vivent avec des parents, qui ne se gênent pas pour trouver quelque chose à faire, parce que bon, comme vous dites, la société est un peu difficile, ça c'est le contexte camerounais, et comme nous y sommes, vous parlez dans votre magnifique livre, vous évoquez le fait des SDF, donc ceux-là qui n'ont pas d'abri, qui vraiment n'arrivent pas à joindre les deux bouts dans le sens où ils sont effectivement dans la rue. Et vous évoquez un système où vous dites que pour le personnage, cela a été bien pour lui, et de l'autre côté, un mal aussi. Alors, je voudrais savoir, selon vous, comment on s'y trouve dans ce milieu-là, vous qui avez exploré et développé déjà cet ouvrage, comment on s'y trouve là-dedans? Oh, je crois que se retrouver dans la rue, c'est assez, ça diffère des personnes quand même, je pense. Il y a des orphelins qui vont se retrouver dans la rue parce qu'il n'y a plus personne pour prendre soin d'eux, malgré que nous soyons en Afrique, et que la solidarité aurait pu jouer. Mais il y a de cela, il y a des orphelins, il y a justement des personnes qui se retrouvent larguées comme mon personnage et tout, qui ne sait pas trop où aller, ils se retrouvent dans la rue parce que dans la rue, il n'y a pas de sélection, déjà on n'est pas sélectif, tout le monde peut y vivre. Il y a de tout, il y a même des jeunes filles qui se retrouvent ainsi dans la prostitution parce que voilà, elles se retrouvent. Les situations de vie sont tellement complexes, sont tellement différentes les unes des autres. Même ce dont vous faisiez allusion tout à l'heure à propos des gens qui ne veulent pas travailler, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est toujours le produit d'un environnement. Ces personnes sont toujours le produit d'un environnement, le produit de quelque chose. Et dans tous les pays du monde, il y a ce phénomène de SDF pour diverses raisons. Moi, j'étais dernièrement en Occident, j'étais surpris de voir un blanc bondé de Roumanie peut-être qui me demandait 1 euro. Vous voyez un peu ça fait toujours bizarre que même ici il y a ça. En fait, ce que je veux dire, j'ai l'impression que le phénomène des SDF est quelque chose d'inhérent à la ville. C'est-à-dire que toutes les villes du monde ont son lot de SDF. Et c'est comme ça, dans toutes les villes du monde, il y a des SDF. Et les gens s'y retrouvent pour diverses raisons. On peut pas. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi difficile de. J'ai pas envie de dire d'éradiquer cela parce que c'est pas une mauvaise maladie, c'est quelque chose qui fait partie de la cité. Les SDF font partie de la cité. Je crois que même le maire, quand il s'assoit, quand il fait son conseil municipal et tout, il y a la case. Voilà, les SDF, qu'est-ce qu'on en fait? Vous imaginez un peu s'il n'y avait plus de SDF dans toutes les sociétés, une partie de la mairie qui va se retrouver au chômage. Tout cela, ça fait partie de, je pense, ça fait partie de tout cela, quoi. Il y aura toujours, je pense, dans tout, et ça a toujours existé. Moi, j'aime toujours me refaire un peu au passé, ça a toujours existé. Il y a toujours eu ça dans toutes les villes du monde. Il y a toujours eu cela. Donc, monsieur Dedi, il faut dire que votre roman, on le titille comme ça parce que c'est nouvellement sorti. Ça ne coûte pas trop cher. Je crois que beaucoup de nos lecteurs pourront aller à l'Harmattan trouver. On essaie juste de développer certains faits pour permettre aux gens que c'est une histoire ou alors des histoires aussi suspicieuses que soit-elles. Vous parlez effectivement de cette histoire des SDF. Alors, mais quand même à la grande surprise, on voit quand même que le jeune homme, malgré l'état des choses où il se trouve, il s'en sort quand même. Et peut-être ce n'est pas du tout facile pour d'autres de s'en sortir des SDF. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, peut aussi ramener quelqu'un de là où il était dans la rue à retrouver une vie normale? Comme mon personnage, vous dites, il y a ce qu'on appelle des choses qui peuvent arriver. Et puis j'ai constaté que, dans la rue, j'ai pas vu beaucoup de vieux SDF.
il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas d'un certain âge. En général, ils ont au moins de 20 ans, 25 ans par là, et tout et tout. Contrairement à l'Occident où on voit des voilà, de vieux, et après on se demande où ils vont après, quand ils ont 40, 45 ans, pareil pour les prostituées, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où? Ils vont où, oui. Voilà, c'est peut-être pour dire que bon, il y a une vie après cela, parce qu'on ne sait pas, peut-être il faut essayer de réfléchir à la question, peut-être justement dans la rue, ces personnes tombent sur justement des choses qui leur permettent de faire un bond en avant. Peut-être ça. En fait, toutes les expériences qu'on peut vivre dans une vie sont bénéfiques. On dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ça a toujours été comme ça. Et comme M. Mandela disait, dans la vie, il n'a jamais connu d'échec. Parce que chaque fois, soit il a appris, soit il a avancé. Ce que vous appelez échec pour lui, c'est l'apprentissage. Voilà. Donc, toutes les situations dans lesquelles on peut se retrouver, voilà, on peut toujours en tirer quelque chose. De toute façon, c'est la vie. Si vous vous retrouvez quelque part, je pense que c'était votre destin ou pas. Ok, je crois que Monsieur Nguedi, le livre est tellement intéressant. Nous allons y revenir, comme promis aux lecteurs, que nous allons sur ce plateau un spécialiste qui va nous parler de ces faits. Je crois que nous allons d'abord prendre une transition pour permettre effectivement qu'il y ait cette possibilité de pouvoir discuter avec le spécialiste, et vous allez revenir après parce qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes à pouvoir expliquer à nos nombreux lecteurs qui sont là. Nous allons prendre une légère transition et nous nous retrouvons juste après. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la science. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qui se reconnaissent. Bah oui, il est marié, c'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses pieds. Lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la science. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qui se reconnaissent. Bah oui, il est marié, c'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses pieds. Lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis, c'est-à-dire dans la clandestinité. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la science. La science construit notre savoir-faire. Oui, amis téléspectateurs de Line TV, nous sommes très importants. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une émission très très outillée avec la possibilité pour vous de pouvoir répondre à de nombreuses préoccupations concernant l'ouvrage. Nous allons vous faire effectivement l'honneur de pouvoir les lire tout à l'heure. Alors pour ces prochaines minutes, nous allons tout simplement prendre l'avis de notre spécialiste, je pourrais dire permanent, qui pourrait toujours être là parce qu'il est au cœur avec aussi un grand projet. C'est Rai Ndebi qui est donc là pour nous parler effectivement des métiers de la littérature. Pour effectivement y aller un peu plus direct, bonjour monsieur Rai. Bonjour Richard. Ok. Alors il y a une question qui tourne beaucoup de nos téléspectateurs. Est-ce qu'aujourd'hui la littérature elle-même globalement paye? Est-ce qu'il fait vivre l'acteur? C'est une question, je disais, qui n'a pas été posée déjà. Parce que quand on parle de littérature, on parle d'abord de passion. C'est d'abord toute une passion. Regardez par exemple les artistes des peintres, ces grands peintres, Picasso, Van Gogh et tous les autres. Vous prenez Da Vinci. Tous le faisaient pour eux d'abord. C'est une passion. Quand on a un génie et qu'on l'exprime, on ne l'exprime pas pour avoir de l'argent. Parce que l'argent dépend intimement de ce que le public pensera. Donc quand vous écrivez votre livre,
Déjà, vous n'écrivez pas parce que vous espérez gagner beaucoup d'argent, à moins véritablement que vous nous produisiez un ouvrage scientifique demandé pour tel ou tel autre endroit, on fait des commandes, on dit d'accord, vous travaillez sur ceci, on fait ça. Mais quand vous écrivez votre roman, votre recueil de poésie, d'abord vous le faites pour vous. La passion se paye d'abord avec un art bien présenté. C'est là le premier gain. Quand vous allez voir ce que cela a autour de vous, quand vous allez voir le reflet de votre œuvre, alors là vous pourrez comprendre que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'aurez pas réussi là directement, mais vous serez sur la bonne voie. Vous prenez la dame qui a écrit Harry Potter. Quand vous prenez J.K. Rowling par exemple, à la base, qu'est-ce que son livre valait? Il ne valait absolument rien. Il ne valait rien. Aujourd'hui, vous voyez ce que c'est devenu, vous voyez ce que ça représente. Quand vous prenez Da Vinci Code de Dan Brown, à la base, c'est quelque chose qui est écrit pour exprimer une pensée, pour réagir par rapport à quelque chose dans la société. Et vous voyez ce que ça devient. Donc, ça devient, demandez si le livre, si la littérature paye, je dirais toujours la littérature paye. La passion paye toujours. Alors, vous m'envoyez ravi. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on voit les contrats que soulèvent par exemple certains footballeurs, quand on voit des salaires de certains hauts fonctionnaires, que ce soit le directeur du FMI, que ce soit les présidents aujourd'hui en politique, quand on voit effectivement ce que cela donne aux planteurs, quand on sait que quand vous avez une grande palmeraie de bananes, vous attendez à du gain. Bon, vous m'envoyez ravi parce que vous dites que ça paye et vous avez pris certains exemples. Mais c'est vrai qu'il faudrait déjà écrire et peut-être le coucher, je ne sais pas, dans un film et cela peut-être attirera encore plus. Et ça m'envoie donc directement à vous demander, quand on voit un auteur comme M. Grégoire Nguédi qui écrit aussi bien, on aimerait savoir, est-ce que dans ses écrits, il y a une différence, parce qu'on a l'habitude de dire écrivain, on dit auteur, parfois on dit essayiste. Quelle est la différence d'un auteur, par exemple, un écrivain? La différence, c'est quoi? Bon, d'abord, tout le monde est auteur. Toute personne qui présente un manuscrit est auteur. Oui. Déjà, c'est ça, la base, on est tous auteurs de quelque chose. Oui, c'est ça le premier point concernant les auteurs. Maintenant, l'écrivain. Oui. L'écrivain doit être accepté déjà par une maison d'édition. Et il doit être publié. Oui. Mais si vous n'avez pas de roman, on ne peut pas vous appeler écrivain, vous êtes juste un auteur. Et sur Facebook, il y a des centaines de milliers d'auteurs, par exemple. Oui. Nous en rencontrons tous les jours dans le cadre de nos travaux. Il y a beaucoup de personnes qui nous soumettent leurs textes et tout cela. Donc, ce sont des auteurs. Ils sont partout, ils sont auteurs de leurs textes, que ce soit en prose, en poésie. Ils ont des contes, ils ont des récits, des pièces de théâtre. Mais tant que ce n'est pas publié, nous ne pourrons pas parler d'écrivains. Donc, ce sont juste des auteurs. Être écrivain, il faut déjà avoir son livre publié. Oui, déjà, et là, vous êtes référencé, vous êtes reconnu par une maison d'édition, vous êtes accrédité. De cette façon-là, alors là, nous pouvons dire que vous êtes écrivain. Ah, donc vous voulez me dire par exemple qu'on a eu par exemple un fin auteur qui faisait des écrits, un professeur aussi, avec aussi une certaine technicité, mais qui avait une autre manière de publier, c'est-à-dire qui ne passait pas des maisons d'édition. C'est-à-dire que là, on dit que c'est un auteur, parce qu'il n'a pas été publié dans une maison d'édition. Déjà, oui, un éditeur doit vous accepter. Oui. Si ce n'est pas le cas, alors là, c'est tout le monde qui pourra être écrivain. Oui. Oui, être écrivain ne veut pas juste dire avoir des livres et que l'on va vendre. Oui. Non, il y a un chemin particulier que vous allez suivre. Oui. Mais c'est après cela qu'on dira que vous êtes écrivain. Oui. Imaginez un seul instant que tous les gars, parce que sur Facebook, il y a des gars qui publient des textes tous les jours, il y a des femmes qui écrivent tous les jours. Et imaginez un seul instant que tous ces gens-là aillent dans des imprimeries, faire tirer leurs ouvrages, 200, 300 exemplaires, et les écoulent. Déjà, ces ouvrages ont été achetés. Alors, c'est tout le monde qui pourrait être écrivain. Mais ce n'est pas cela. Ce sont juste des auteurs de quelque chose. L'écriture doit passer par certaines mesures. Parce que déjà, c'est une langue qui est utilisée. Donc, il faudra que ce soit accepté pour la langue qui est le support de ce qui est écrit. Bon, il y aura maintenant la cohérence. Il y a plusieurs choses que l'on vérifie dans un ouvrage.
Ce n'est pas juste une question d'esprit et de papier. Ouais. Si c'est un texte-là, nous n'aurions que des écrivains. Mais fort heureusement, il faut passer par toutes ces mesures, par toutes ces cases, toutes ces étapes. Et au bout du chemin, nous pourrons dire que vous êtes un écrivain parce que justement vous avez accepté la critique, vous avez soumis votre ouvrage à des personnes autres que votre propre intérêt. Vous n'êtes pas devant le miroir et tout cela. Donc vous êtes passé par un certain cadre, par un certain canal, et c'est cela qui vous permet d'être écrivain. Dans le cas contraire, vous êtes juste auteur de quelque chose, vous allez vous faire imprimer. Alors, monsieur Raï, nous avions l'habitude parfois de prendre un roman, des nouvelles, nous les tenons en main, et on a remarqué parfois, ou comme avec les ombres oppressantes, on précise toujours l'être camerounaise. Alors, quelle est cette différence-là par rapport au roman? C'est-à-dire, vous avez le même roman, mais vous voyez l'autre. Est-ce que c'est une branche d'activité dans les maisons d'édition? Une branche d'activité, non. Les maisons d'édition ont chacune, je veux dire que chacune a ses collections. Oui. Oui, vous pouvez avoir lettres camerounaises, vous pouvez avoir lettres modernes. Lettres modernes, oui, vous pouvez avoir sciences, littérature et savoir. Oui. Tout dépend de la politique de la maison d'édition. Oui. Dès qu'un manuscrit est reçu, quand il est accepté, ils vont donc orienter vers un directeur de collection en particulier, tout en se disant, bon d'accord, c'est cela que ça va. Pour la dénomination, je ne voudrais pas blâmer certaines maisons d'édition, bien que toutes les dénominations ne soient pas appropriées. Donc chacune, toutefois, a sa politique, et nous allons nous efforcer de la respecter pour ce qu'elle est. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de métiers que la littérature engendre. Alors, aujourd'hui, globalement, nous savons que dans les prochaines éditions, nous allons entrer d'une manière spécifique dans des métiers. Mais globalement, aujourd'hui, si en amont, est-ce qu'il peut y avoir un chiffre de certaines, ou alors de certains métiers qui pourraient intéresser beaucoup de gens dans une littérature moderne comme ce que fait M. Guédi? Bon, d'abord, ce que fait M. Guédi, oui. Moi je vais dire Greg. Déjà, bon, M. Guédi pour les autres. D'abord, ce que fait Greg, que nous travaillons étroitement ensemble, oui. ce que fait Greg est tout à fait authentique. C'est original. L'écriture de Greg ne se fait pas sur un calque. Oui. L'écriture de Greg n'est pas basée sur un de Maupassant, un Mongo Betty, un ceci. Greg n'essaie pas d'écrire comme les autres auteurs. Avec Grégoire Guédi, vous avez l'écriture d'une personne, vous avez une authenticité. Et c'est cela qui est recherché. Et quand nous rentrons donc dans les métiers de l'écriture, nous évaluons aussi l'authenticité d'un ouvrage, nous en évaluons la cohérence. Le niveau de langue est la toute première chose. Évidemment, quand vous invitez quelqu'un chez vous, s'il y a de la poussière partout et tout le reste, vous lui dites, bon d'accord, prenez place, il va voir qu'il y a des livres sur des chaises, il y a du papier partout, il ne sera pas à l'aise. Il y a déjà un confort d'écriture. Donc il faut qu'il y ait, ça rentre dans plusieurs lois. Nous l'avons appelé dans notre cycle, le cycle que nous avons préparé avec Greg, nous l'avons appelé le devoir d'écriture. Quand on écrit, il y a un confort dans lequel le lecteur doit se retrouver. Et la langue est le premier aperçu. La langue accueille le lecteur. Donc quand il lira, moins il y aura des erreurs de langue, mieux il se sentira. Parce qu'on ne lit pas un livre pour son histoire, on lit un livre pour apprendre de ce livre-là. On ne lit pas un livre pour son auteur, on lit un livre pour soi-même. Parce que le livre, par exemple, vous avez parlé des ouvrages de Grégoire Guédi. Personnellement, j'ai eu le bonheur de tous les étudier. Et à aucun des moments, je ne vois Grégoire Guédi. Je me vois moi dans cet ouvrage. Je me vois moi par cet ouvrage. Donc, pour parler des métiers de la littérature, l'écriture en est le premier. Oui. L'écriture est le tout premier métier. Vous ne pouvez pas évaluer un livre, vous ne pouvez pas approcher un livre si vous ne pouvez pas vous-même écrire. Déjà, parce que écrire suppose que vous connaissez les réalités d'un auteur. Vous pouvez vous mettre à la place d'un auteur. Les difficultés, quand vous rencontrez une faute par exemple, vous n'allez pas prendre un couteau et trucider son auteur. Non, ce que vous allez faire, c'est comprendre pourquoi cette faute se retrouve là. Est-ce qu'elle se retrouve ailleurs?
Est-ce qu'il y a eu là écrit différemment? Est-ce que c'était de l'inattention? Est-ce que c'était de l'ignorance? Donc l'écriture en elle seule déjà demande beaucoup de concentration. C'est le tout premier métier de la littérature, déjà l'écriture. Donc vous allez trouver, il y a beaucoup de personnes, après beaucoup de rédacteurs, correcteurs qui font aussi de la réécriture, font de la reformulation. Parce que évidemment les auteurs, quand ils écrivent, Greg l'a si bien dit tout à l'heure, l'inspiration ne vient pas avec des mots. L'inspiration, c'est tout un ensemble de symboles. Et il faut écrire, il faut mettre le tout en français. Quand vous dites que vous avez des mots, les auteurs sont intimement liés à leur texte, ils sont si collés qu'ils deviennent agressifs quand on leur présente leur lacune. Pourtant, ils ne devraient pas. Parce que ce qu'ils écrivent se présente c'est une langue particulière. C'est une langue particulière qu'ils utilisent. Peut-être le français, l'anglais. Parce que effectivement, c'est une question qu'on voudrait vous poser. Est-ce que toutes les langues aujourd'hui que nous connaissons peuvent être utilisables dans des livres, des romans? Quel est le premier critère d'une langue pour qu'elle puisse être utilisée dans un... D'abord, il faudrait qu'elle soit codifiée. Oui, déjà. Nous avons assisté à un atelier c'était une conférence sur l'écriture de la nouvelle tout récemment. Il était question du pidgin. Il y avait un auteur dans ça qui a demandé s'il était possible d'écrire en pidgin. Et ce que nous leur avons fait comprendre... Il faut dire que le pidgin, c'est des expressions qu'utilisent des jeunes Camerounais, plus particulièrement, on appelle le francamanglais. D'accord, il y a un mélange du français et d'anglais. Si c'est une belle expression de diversité culturelle, toutefois, on vient en point. Il n'y a pas de code pour le pidgin. Lequel est donc... Parce qu'il y a un pidgin qui est parlé par des intellectuels. Il y a un pidgin qui est parlé par des commerçants. Il y a un pidgin qui est parlé par des... Je vais dire des malfrats, pas des braqueurs et autres choses et autres délinquants. Il y a plusieurs codes. Et vu que rien n'est établi, nous ne pourrons pas... Donc il faut pouvoir évaluer déjà une langue. C'est en l'évaluant qu'on peut maintenant dire qu'elle est bien ou mal écrite. Donc ce ne sont pas toutes les langues qui sont... Tant qu'elles restent dans les... Je veux dire quoi? Tant qu'elles restent au village, nous pourrons... Ce qu'il est préférable de les laisser telles qu'elles se trouvent. Parce que vous écrivez quelque chose et quelqu'un vous dira non, en réalité ce n'est pas ainsi que ça s'écrit. Ça ne se prononce pas ainsi. Donc quelqu'un viendra vous dire que non, la phonétique là, elle n'est pas bonne. Tout veut dire que non, ce n'est pas le même son, donc ça ne veut pas dire la même chose. Alors il faudrait déjà qu'il y ait des règles. Le français a ses règles. L'anglais a ses règles, l'espagnol, l'arabe, toutes les langues majeures ont leurs règles. Déjà, quand il n'y a pas de règles, l'appréciation devient difficile et nous ne pourrons plus véritablement parler de littérature. Alors, donc pour utiliser une langue, il faut des codes. Les codes, effectivement, c'est des expressions, comme vous avez dit, universelles, qu'on pourrait retrouver un peu partout. Il faudrait peut-être faire des recherches dans cette langue, il faut les retrouver effectivement pour qu'il n'y ait pas des avis de tout un chacun par rapport à certains mots utilisés. Alors, ça veut dire quoi? Pour être, par exemple, écrivain ou auteur, parce que je sais qu'il y a beaucoup des amoureux, des lettres modernes ou alors de l'écriture qui aimeraient savoir. Moi, dans mon métier, il y a certains niveaux d'apprentissage. Il faut par exemple être cultivé, il faut avoir de la science même. Et est-ce que pour être écrivain ou alors pour pondre un ouvrage, est-ce qu'il faut... Il y a une formation, il y a une école où il faut partir, ou tout simplement au Cameroun, quand vous avez le bac, vous faites comment vous orientez, ou vous dites, peut-être ceux qui font des thèses peuvent effectivement utiliser leurs thèses en ouvrage. Comment ça se passe? Bon, oui, déjà, pour aller, je commence par le plus bas. Oui. Bon, déjà, écrire un livre. Vous avez parlé de culture, vous avez parlé de culture, il faut être cultivé. Évidemment, il faut être cultivé. Et la culture, elle est naturelle. Il n'y a pas un livre de culture bien particulier. La culture, nous la rencontrons tous les jours. Nous la bâtissons tous les jours. Déjà. Maintenant, il faudrait qu'elle soit structurée. Pour cela, au Salon du Livre Yaoundé Cameroun, qui est notre association, qui a été fondée en 2014, a été ouverte en 2014, avec évidemment Grégoire Dédier en est le président. Donc, au Salon du Livre, nous avons passé beaucoup de temps à travailler, à observer les auteurs, à les écouter, parce que nous recevons des auteurs tous les jours, nous en recevons beaucoup, et en ligne aussi nous travaillons beaucoup avec eux. Nous sommes arrivés à un point, il fallait faire quelque chose pour la littérature.
parce que l'écriture était de plus en plus incomprise. Oui. Donc il fallait pouvoir structurer les choses, il fallait pouvoir orienter les auteurs. Alors nous avons l'idée de littérature et métier. C'est un ouvrage que nous avons conçu, nous avons préparé. Pendant des années, nous y avons travaillé, nous l'avons bien élaboré, de telle sorte que ceux qui veulent apprendre, donc il y a l'initiation à l'écriture et l'initiation à la lecture. Donc, tout ce qui concernera l'écriture, comment se tenir, comment gérer son inspiration, comment comprendre même déjà son inspiration. Parce qu'il y a une différence entre l'inspiration et nos volontés personnelles. Vous avez demandé à Grégoire Nguedi tout à l'heure comment il faisait avec ses personnages, comment il est nommé et tout le reste. Il y en a qui dressent des fiches techniques et finalement vous donnent un livre qui est le plus prévisible possible, un livre que tout le monde aurait pu écrire. Mais quand l'auteur se laisse habiter par le livre, alors il ne choisit pas les noms arrivent tout seul, mais il faut apprendre à gérer tout cet aspect. Donc nous avons un cycle graduel qui va de la plume que l'on tient jusqu'à la production d'une écriture. Et déjà de savoir que le livre, il ne s'arrête pas à son écriture. Au-delà de l'écriture, il y a bien autre chose. Et ensuite, nous avons l'initiation à la lecture. Donc, ce cycle que nous avons conçu, il se déroule sur 2 ans. Le livre, il est déjà prêt. Nous attendons de l'officialiser et d'ouvrir le cours. Mais le cours, il existe au Salon du livre de Cameroun. Les auteurs peuvent venir nous rencontrer tous les jours, déjà pour avoir un aperçu de ce que nous faisons comme travail, comment ils peuvent arriver à écrire et déjà, s'ils le veulent, ils pourront rentrer dans les ouvrages produits chez nous. Et là, ils auront un meilleur aperçu de ce qu'est l'écriture et comment elle est appréciée à l'extérieur. Ok, Monsieur Rai, nous vous remercions beaucoup de cet apport parce que vous savez que j'ai fait un tour dans votre installation et je vous ai vu en défendeur, en syndicaliste concernant ce domaine et je sais que c'est un apport intéressant qui va aider beaucoup de jeunes Camerounais qui voudraient effectivement exceller dans ce métier. Et ça va nous permettre aussi, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, que vous serez toujours de nôtre pour effectivement apporter un peu d'éclairage et surtout ce qui est plus important, d'aller d'une manière spécifique dans les domaines et les métiers de la littérature pour permettre à tout un chacun de comprendre effectivement, vous l'avez souligné tantôt, que quand on rejette par exemple un ouvrage ou un manuscrit, comme c'est dans votre jargon, qu'il faudrait que l'auteur puisse savoir pourquoi et comment, quelles sont les mesures à entreprendre. Cela nous fera plaisir. Je crois que nous allons continuer cette émission puisque déjà le temps est compté. Pour encore terminer avec M. Grégoire Nguedi, nous allons d'abord prendre une page en couleur pour faire de la transition. C'est aussi un moyen d'appeler et d'attirer tous ceux-là qui font dans votre domaine pour permettre à ce qu'ils puissent soit soutenir l'émission ou aussi avoir des partenariats pour pouvoir effectivement la meubler. Donc nous allons prendre une transition et nous nous retrouvons avec M. Nguedi après. Alors, la télé au bout d'un clic en Mondovision. Et désormais, passez le message. La télévision numérique Line vous appartient. Google Play, App Store, APK, Line TV sur desktop et laptop pour notre culture. Attention, ces applications sont téléchargeables et visibles aussi sur vos téléphones mobiles. Construire notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont... Alors, amis téléspectateurs, Line TV vous donne toujours l'occasion avec l'entame de cette dernière phase de cette émission de gagner beaucoup de lot dans cette émission. Alors, la question quiz, elle est toujours portée sur l'invité que nous avions sur ce plateau. Alors, pour cette édition, on vous demande tout simplement de nous donner le nom du premier ouvrage
commis par M. Grégoire Nguedi, que nous avions reçu sur ce plateau. Cela vous donnerait effectivement droit aux ouvrages. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, nous avions des livres et c'est ça que nous pouvons vous offrir. Donc, cela, vous répondez à la question, soit par SMS, par le numéro qui s'affiche dans votre écran. On ne pourrait plus dire petit parce que vous avez aujourd'hui des grands écrans. Vous avez aussi la possibilité, soit par la page Facebook de l'émission, qui est toujours active, vous pouvez répondre à la question de la semaine. Donc la question, je vais la reprendre. Quel est le premier livre publié par M. Nguedi? Alors, vous l'avez déjà là. Merci à la réalisation. Alors, je crois que nous allons terminer cette émission par quelques questions qui intéresseraient, parce que vous savez, nous, ce que nous faisons, c'est la promotion des ouvrages, et nous voulons, malgré qu'avec le spécialiste, nous allons aborder ces thèmes de marketing et de promotion des ouvrages, parce qu'on aimerait aussi avoir des livres dans des bibliothèques, comme quand on entre dans des marchés, des supermarchés, où on trouve des produits affichés, que des gens puissent acheter des ouvrages et puissent les lire. Alors la question qu'on voudrait vous poser, M. Grégoire Nguedi, c'est ce qui est autour de votre ouvrage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le prix du chiffre du livre en tête? Le prix du oui, de l'ouvrage. Oui. Je vois, c'est 22 à 50 €. Oui, c'est là que la plupart 15 000 francs CFA. 15 000 francs CFA, oui. Voilà. Ce qui est très, très abordable au pouvoir d'achat des Camerounais. Vous savez, les Camerounais consomment beaucoup de la bière, il faut le dire. Et s'il faut acheter un livre à 15 000 francs, c'est du rien pour eux. Alors, je crois que vous allez pouvoir avoir cet ouvrage. Alors, après cet ouvrage, qu'est-ce que vous ressentez? Je sais que vous avez déjà pratiquement, si je ne m'abuse, 3 ou 4 ou 5 ouvrages commis par vous. Comment vous vous sentez après un ouvrage aussi intéressant et aussi sollicité partout? Comment vous sentez? Vous appréciez votre travail? Vous trouvez que vous faites du bon travail? Ou alors vous allez nous donner une réponse humble pour dire que vous rentrez dans vos recherches? Non, c'est juste qu'un livre, si vous voulez, le livre existe dans moi quand il n'est pas encore sorti. Quand je finis de l'écrire, disons, je passe à autre chose. Je passe à autre chose, je m'arrête pas en me disant, tiens, j'étais fantastique, j'étais ceci, j'étais cela. J'avance. Lui, il est passé, il est fini. Pour moi, mais son histoire maintenant doit continuer pour vous qui nous regardez, pour la terre entière, si je peux m'exprimer ainsi. Mais pour moi, je suis déjà sur d'autres projets, disons, je travaille sur autre chose. J'ai pas encore le temps de regarder, ouais, j'ai fait ci, je n'ai pas fait ça. Peut-être si Dieu me prête vie quand je serai, je sais pas, 70, 80 ans, ouais, je vais regarder ma bibliothèque, me dire, tiens, j'ai écrit tel nombre de livres. Mais pour le moment, disons, je suis encore trop dans l'action pour faire des rétrospections. Oui, voilà. Je crois que M. Nguedi, vous avez un mot de fin pour que nous puissions conclure l'émission. Alors, votre ouvrage, je sais qu'il y a trop de suspense, et ce qui m'impressionne avec votre manière d'écrire, c'est que quand on lit votre ouvrage, on dirait de la Bible, du Coran, c'est-à-dire on ne s'en lasse pas, on est toujours surpris des rebondissements. Alors, quel est votre mot de fin à l'endroit de nos nombreux lecteurs, vos lecteurs, hein, vos fans, quoi? Je dis déjà merci à tous ceux qui ont le livre. Déjà, ça me fait plaisir de voir tous les messages que je reçois chaque jour, disons, de par le monde, hein, parce que il est très vendu à l'étranger aussi. Donc, merci à tout le monde. J'espère que ceux qui ne l'ont pas vont se précipiter pour l'avoir. Pour l'avoir, tout à fait. Ou alors, moi, je suis disponible au Salon du Livre Yaoundé Cameroun. Vous passez tous les jours, nous y sommes, pour discuter, pour échanger. Si quelqu'un veut causer, veut m'apprendre quelque chose, je suis preneur. La personne nous appelle et passe, si je peux donner le numéro ou pas, je sais pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que déjà par rapport à notre émission, s'ils passent par nous, ils auraient forcément, ils vont mettre main sur vous. Voilà, nous recevons ceux qui veulent venir pour parler de littérature, ceux qui ont des manuscrits, qui veulent avoir, je sais pas, une expertise quelconque, ceux qui veulent nos livres, enfin, nous sommes là, nous serons tout le monde. Les simples passionnés de littérature, vous venez, on vous recevra. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes vraiment intéressés et toujours intéressants pour vous, de toujours vous pondre des ouvrages aussi intéressants
Et nous sommes aussi intéressés et on vous envoie toujours dans des bibliothèques de pouvoir avoir un ouvrage. Vous savez que une œuvre, qu'elle soit écrite, conçue ou inventée, est un moyen de réécrire l'histoire à sa manière et ensuite la partager. On peut ne pas être d'accord avec l'auteur, mais on évite tout simplement de faire de la haine pour cela. Donc je crois que pour cette édition, nous nous retrouvons dans nos prochaines éditions avec un nouveau auteur qui nous fera l'honneur d'être sur ce plateau. Et surtout, faites toujours plaisir à tous les livres qui passent sur ce plateau de vous pouvoir l'enquérir et surtout lire et poser vos nombreuses questions qui seront toujours développées et lues. Bon, et à la prochaine émission. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la science. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qui se reconnaissent. Bah oui, c'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses pieds. Lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis, c'est-à-dire dans la clandestinité.